Hélène Hertz, bonjour. Bonjour. Hélène Hertz, vous devenez cette année professeur émérite de l'Institut d'ethnologie au sein de la Faculté des lettres et sciences humaines que vous avez intégré en 2001. Avant cela, il y a eu quelques années à Lausanne, vous avez vécu longtemps à Fribourg. Avant la Suisse et l'Europe, il y a eu plusieurs passages en Chine, dont un notamment entre votre bachelor et votre master aux États-Unis, pour notamment travailler comme traductrice, enseigner l'anglais. Le second séjour, vous allez le faire pour votre thèse, pour observer le fonctionnement de la bourse de Shanghai d'un point de vue anthropologique. Et cette thèse, vous l'avez défendue à Berkeley dans la région de San Francisco, donc de l'autre côté des États-Unis. Et si je dis de l'autre côté, c'est parce que vous-même, vous avez grandi au nord-est de New York, dans l'État du même nom. Votre vie, c'est un peu une véritable odyssée, si on peut dire. Et d'ailleurs, vous avez passé votre enfance et grandi dans une ville qui porte le même nom que l'île d'Ulysse, c'est-à-dire Ithaca. Ça ne s'invente pas. Une ville universitaire où enseignait notamment votre père. Il y enseignait la littérature comparée. Alors, dans ce contexte, dans ce vivier, est-ce que vous vous sentiez déjà les prémices d'une ethnologue, d'une anthropologue? J'étais plutôt attirée par la Chine. C'est pour aller peut-être très loin de mes parents, pour échapper au monde. Je suis attirée par l'altérité, ça c'est évident, mais c'était plutôt par la Chine. Et l'ethnologie est venue après, pour des raisons, notamment je suis devenue méfiante des sinologues qui passent leur temps à imaginer qu'il n'y a que eux qui puissent comprendre la Chine. Et l'anthropologie permet, personne n'est particulièrement impressionné quand on parle chinois, puisque l'autre parle peul et puis l'autre parle une autre langue. Donc, je voulais ce regard comparatif et universaliste et éviter l'exotisme de la sinologie. Et du coup, le choix d'aller observer le fonctionnement d'un endroit comme la bourse de Shanghai, ça s'est fait comment? Ça s'est fait notamment parce que j'ai ma directrice de thèse et quelqu'un qui a inventé l'idée d'étudier l'élite et non pas les personnes en bas de l'échelle sociale, marginalisées, pauvres, toujours les mêmes usual suspects. Et elle avait encouragé ses étudiants à ce qu'elle appelait studying up, étudier par le haut. Et je me suis dit, en plus, c'est un moment incroyable, c'était 1990, c'était le début des réformes économiques. La Chine lance une bourse aux actions à Shanghai et je me suis dit, ça doit être un moment charnière fascinant à observer. Donc, en fait, je me suis intéressée à toute la gamme de personnes qui étaient actifs à la bourse, des directeurs jusqu'aux petits investisseurs. Mais c'est une idée, comme des bonnes idées, qui m'est venue comme ça, que j'ai jamais lâchée, que j'ai gardé secret pendant une année par superstition. Et c'était un plaisir incroyable. Et au moment où vous avez défendu votre thèse, entre guillemets, vous êtes arrivé au bout de ce terrain, même si on n'y arrive jamais vraiment jusqu'au bout, et ça va nous accompagner toute notre vie. Est-ce qu'il y a un enseignement en particulier que vous avez ressorti de ça? Alors, on dit que la Chine est devenue capitaliste d'une certaine manière, c'est certainement vrai, mais c'est l'emprise de l'État sur les marchés, sur la politique économique, et qui n'a pas. Alors les choses ont changé depuis l'ouverture, quand c'était extrêmement contrôlé. Et j'ai étudié cette époque. Quand je suis arrivée à Shanghai, il y avait 8 actions. Maintenant, il y en a 6 000, plus de 6 000. Donc, beaucoup de choses ont changé, mais la perspective du Parti communiste chinois, qui est que c'est eux qui commandent l'économie et pas le contraire, c'est plus difficile à tenir puisqu'ils sont dans des grands enjeux économiques, mais ça demeure la ligne du parti. Et ça, je me fais un plaisir de l'expliquer à qui veut l'entendre. C'est très difficile ici de comprendre à quel point ça fait une différence. À l'époque, les relations sino-américaines, elles étaient plus harmonieuses qu'aujourd'hui. C'était la grande époque de la collaboration économique, de l'échange. C'était le moment où les Chinois investissaient énormément à acheter des obligations d'État américains, que les États-Unis ont creusé leur déficit énorme envers la Chine. C'était vraiment un moment de boom. Et effectivement, il y avait toujours des menaces de punir la Chine pour ceci ou cela, pour les violations nombreuses des droits de l'homme. Mais c'était pas un thème qui avançait beaucoup. Aujourd'hui, aussi bien Biden que Trump agitent
des sanctions économiques plus sérieuses et ça risque effectivement de changer. Après la Chine, vous êtes plutôt dirigé vers l'Europe. Mais un premier passage en Europe, c'était en 74 et vous aviez 14 ans. Où est-ce que vous êtes venu et en quoi ça vous a marqué? Mon père avait une année sabbatique. Il est allé étudier à Paris et j'ai suivi avec la famille. Et ça m'a énormément marqué. Je peux dire un peu que ma vie a débuté là. J'ai eu la chance de rencontrer une Parisienne de 14 ans également qui faisait un peu zazie dans le métro. Et on séchait des cours, on allait à la cinémathèque, on passait la journée à la cinémathèque. Elle était fascinée par les bars homosexuels. On est allé fréquenter des bars homosexuels sur la rue Sainte-Anne. On a fait beaucoup de choses et mes parents en savent qu'une partie. Et c'était vraiment, je me suis dit, oh my goodness, on peut faire ça aussi dans la vie. En 2001, vous venez à Neuchâtel, après avoir déjà passé quelques années ici en Suisse. Comment on passe du gigantisme des États-Unis, même de la Chine, au micro, au petit, au méticuleux de la Suisse? Comment vous avez observé ça? Mais on n'est jamais face au gigantisme, on est toujours dans un endroit circonscrit. Et le gigantisme, bon, on le sent un petit peu sur la place Tiananmen, c'est assez gigantesque, mais à part ça, j'étais toujours dans des lieux spécifiques où j'ai essayé de comprendre ce qui se passait autour de moi. Comme disait l'anthropologue Henrietta Moore, l'anthropologie a une question, qui sont ces gens et qu'est-ce qu'ils veulent? Et c'est toujours la même question, ça se pose en Suisse, ça se pose en Chine, ça se pose où qu'on aille. Donc la Suisse a représenté un objet ethnologique comme un autre pour moi, et avec des subtilités que je maîtrise déjà, pas toujours. Des subtilités comme certaines qui sont évoquées dans ce livre que j'ai ici, qui s'appelle Complications neuchâteloises. Vous avez co-dirigé cette publication. Alors dans ce livre, vous mettez en lumière certaines traditions immatérielles et matérielles de chez nous. Vous comblez une lacune quelque part en évoquant des mythologies neuchâteloises comme la distinction, par exemple, entre le haut et le bas. Alors, si on voulait faire un peu de la caricature, comme on aurait pu demander à l'un de vos illustres prédécesseurs, Claude Lévi-Strauss, alors Claude Lévi-Strauss, comment ils sont ces peuples Kadoveo et Bororo que vous avez étudiés, vous, Hélène Hertz, comment vous percevez ces Neuchâteloises et ces Neuchâtelois que vous côtoyez maintenant depuis 23 ans? Je suis très attachée à ce canton. D'ailleurs, ce livre est dédié aux contribuables neuchâtelois et neuchâteloises. L'entrée par le patrimoine immatériel, c'est-à-dire les coutumes, traditions, m'a permis de voir une spécificité du canton, c'est-à-dire son rapport à la modernité, qui fait partie de son identité. J'ai passé 20 ans dans le canton de Fribourg, qui a un autre rapport aux traditions, comme tout le monde le sait. À Neuchâtel, quand on a été abordé par la thématique des traditions vivantes, comme disait l'Office fédéral de la culture, l'Office cantonal de la culture a dit il n'y a pas vraiment de tradition à Neuchâtel. Et cette entrée-là a été vraiment très fructueuse parce que c'est pas vrai. Toutes les collectivités ont des traditions, mais c'est pas un thème. Au contraire, sont pas forcément explicites ou explicitées. Pas explicite, pas vraiment fêté. L'Office du tourisme n'en fait pas grand-chose. Et au contraire, c'est l'innovation, la modernité, la création de la République qui ont marqué les esprits au niveau de l'identité du canton. Et encore plus peut-être en haut qu'en bas. Et ça m'a permis de commencer à comprendre la configuration politique et l'histoire politique du canton. C'était fascinant. Et encore aujourd'hui, il y a des subtilités de la sociabilité du haut, où j'habite maintenant, que j'ai pas maîtrisées. On revient un peu en arrière, vous intégrez l'Institut d'ethnologie. Qu'est-ce que vous retiendrez de ces 23 ans passés au sein de cet institut? J'ai la meilleure position d'anthropologie en Suisse. J'ai adoré cette période. On est un petit institut avec tous les avantages et quelques désavantages. Ça veut dire qu'on doit couvrir panoplie de disciplines. J'ai donné des cours sur, je crois, 14 sujets différents. Parce qu'on doit satisfaire à une demande des étudiants.
Heureusement, on a moins d'étudiants qu'on avait quand j'ai commencé. C'était absurde. On avait un taux d'encadrement très difficile à gérer. Mais les étudiants sont superbes. Mes collègues sont magnifiques. La proximité. Quand on parle de vous, on dit aussi que vous insistez pour connaître le plus vite possible le nom de chacun et chacune de vos étudiants. Ben ça, c'est une chose américaine. Et j'ai eu la chance de donner le cours d'introduction à l'ethnologie. Et j'ai essayé effectivement de connaître les noms au moins de ceux qui parlaient régulièrement. Et puis, je pense que c'est très important pédagogiquement de signaler à l'étudiant qu'il existe ou elle existe pour il ou elle-même, lui-même, et pas comme une masse de personnes qu'on indistinct. Des projets multiples, hein. Parmi tout cela, il y a un travail que vous avez fait sur ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Et à travers ce travail, vous vouliez aussi insister sur le fait qu'on ne pouvait pas uniquement miser sur l'incitation, mais aussi sur la contrainte faite aux entreprises de respecter certaines choses. Oui, c'est un projet financé par le SNIS, Swiss Network for International Studies. Et l'idée, c'était d'explorer, dans un premier temps, c'était vraiment d'explorer à quel point les contraintes volontaires que les entreprises se donnent elles-mêmes marchent. Et j'ai pris comme un terrain qui m'a été suggéré par une autre activité, sur l'électronique en Chine, où il y a un grand taux d'employés de femmes qui travaillent, de petites mains qui travaillent pour assembler nos téléphones portables et autres ordinateurs. Donc, ça m'a permis de tester, d'examiner de près ces mesures volontaires, ce qu'on appelle le soft law. Ça rejoignait mes intérêts pour l'anthropologie juridique aussi, et de constater que effectivement, ce système d'obligation volontaire ne fonctionne pas. Et je pense que il n'y avait pas un officier responsable de la RSE dans les entreprises qui, après quelques cocktails dans un bar à Hong Kong, n'admettait pas que ça marchait pas. Tout le monde sait que ça marche pas. Néanmoins, les entreprises, pour des raisons qui sont pas complètement rationnelles, insistent sur le fait que c'est eux qui gèrent, qui sont en position de savoir comment gérer leurs sous-traitants. C'est vraiment cette masse de sous-traitants sur lesquels ils essaient d'exercer une influence pour que les conditions notamment de travail, les horaires de travail, la propreté, l'absence de pollution sur les lieux de travail, etc., fonctionnent. Ils les mettent sous pression pour garder ces standards en place, mais en même temps, ils les mettent sous pression de produire pour le moins cher possible, pour le plus vite possible, etc. Et cette contradiction, elle peut pas être résolue par les entreprises elles-mêmes. Elles sont en concurrence, c'est comme ça. Mais s'il y a des contraintes, certaines pourraient dire que ça va affaiblir ces mêmes entreprises. Non, s'il y a des contraintes par l'État, ça affaiblit tout le monde de la même enseigne. Je ne comprends pas pourquoi ils ne délèguent pas un travail qui est un travail de l'État à l'État. Mais je crois que la raison, c'est que ce sont des gens qui pensent qu'ils font tout mieux que l'État. Vous êtes une personnalité, une personne engagée, hein, notamment aussi pour le féminisme, pour la cause féminine. Il y a un concept notamment que vous avez amené, c'est celui de matrimoine. Expliquez-nous. Alors, ce concept est vraiment, c'était une boutade lancée à Jacques Hénard lors d'un livre, quand il m'a sollicité pour un livre sur les musées d'ethno. Et c'était à l'époque... Jacques Hénard, ancien conservateur du musée d'ethnographie. Exactement. À l'époque, il jouait un peu les bad boys de l'ethnologie, comme ils le font d'ailleurs toujours. Et j'admirais, mais leur absence totale de compréhension de la domination masculine et des rapports de genre me courait sur le fil. Et j'ai lancé ce concept pour dire, allez, vous êtes à côté avec votre patrimoine, on va réinventer tout ça. Il s'avère que c'était plus qu'une provocation, que ça a été repris par toute une série d'acteurs comme concept fécond, qui permet non seulement d'égoter des femmes extraordinaires dans le passé qui ont été oubliées, ça c'est important, il faut absolument qu'elles trouvent une place dans l'histoire, mais de repenser même le rapport à ce qu'on appelle le patrimoine, c'est-à-dire, si vous avez vu... Dans une même logique un peu que le langage inclusif, en fait.
Non, beaucoup plus loin, quand même. C'est-à-dire, si vous avez écouté la magistrale conférence de Marc-Antoine Kayser lundi sur décoloniser le passé, dans ce même esprit, c'est-à-dire de changer notre rapport au passé pour ne pas se l'approprier. Les objets des autres, les objets ethnographiques sont pas à nous, c'est pas notre patrimoine. On a une relation dynamique d'apprentissage mutuel avec ces objets et les personnes qui les ont construits, bâtis, fabriqués. Et donc de changer le concept même de patrimoine pour le rendre moins appropriatif. Engagé, c'est aussi le titre engagement d'un livre dont vous avez appris l'existence par surprise. C'est en fait un certain nombre de vos collègues avec qui vous avez travaillé ou vécu, qui ont produit cet ouvrage. Comment vous avez pris ça? C'est un moment extraordinaire. Je ne m'attendais absolument pas. Je trouve que les gens qui ont contribué me voient mieux que je me vois. C'est extrêmement juste, leur vision des choses, aussi bien mes forces que mes limites. C'est extrêmement juste, non, peut-être. C'est un peu trop flatteur, mais ça me paraît juste. Il y a beaucoup d'humour aussi dans ce livre. Il y a de l'humour, j'espère. En tout cas, j'y tiens. Mais tout ça a été une surprise énorme. Je m'y attendais pas du tout et je suis extrêmement reconnaissante et émue. Hélène Hertz, comment vous voyez l'avenir de votre discipline, de l'ethnologie, de l'anthropologie? D'ailleurs, quelle différence vous faites entre les deux termes avant de répondre? La différence est historique. Donc aujourd'hui, on peut utiliser les deux. On a un bachelor en ethnologie, un master en anthropologie, mais c'est la même démarche. L'avenir de notre discipline, elle est, à mon sens, toujours aussi centrale dans la compréhension des autres, dans l'apprentissage des outils nécessaires pour bien saisir les réalités différentes des nôtres et même bien saisir notre propre réalité qu'on voit pas toujours très bien. Pourtant, les nombres, partout dans le monde, le nombre d'étudiants en ethnologie et en anthropologie diminue. C'est vu comme une discipline qui ne mène pas à des métiers, ce qui est relativement faux, mais on observe la même chose, une crainte, un repli sur soi du côté des étudiants, peut-être de leurs parents. Donc, de ce point de vue-là, il faut faire un travail de communication, ce qu'on essaie de faire d'ailleurs avec la MAPS, avec nos programmes qui s'appellent Fabrique de demain. Donc, la Maison des processus sociaux à l'Université de Neuchâtel. Les sciences sociales, disons, à l'Université de Neuchâtel. C'est-à-dire d'aller vers les gens avec des propositions qui prennent pas la forme d'articles ou de livres, mais de pièces de théâtre, d'expos de musées, d'expos photos, de podcasts, pour communiquer autrement ce que notre discipline nous permet de comprendre. Pour terminer, ou presque terminer, j'aimerais vous poser une question. Au moment où nous réalisons cette interview, le 5 novembre n'est pas encore passé. On ne sait pas encore qui sera la prochaine présidente ou le prochain président des États-Unis d'Amérique. Est-ce que, selon vous, le 5 novembre prochain va provoquer une rupture dans l'histoire ou est-ce qu'au contraire, ce sera un événement qui ne va pas changer grand-chose au processus global que nous vivons? Est-ce qu'il y a un enjeu dans cette élection? Il y a un énorme enjeu, ça c'est évident. Cela dit, ce qui se passe aux États-Unis, c'est un peu magnifié et dramatisé, c'est à l'américaine, c'est hollywoodifié. Ce qui se passe un peu partout dans les démocraties occidentales, c'est-à-dire cette polarisation des opinions qui sont dues ce qui est dû en large partie au fait qu'on n'a pas pris au sérieux la question de la dégradation des conditions de travail dans nos pays et les conditions de vie. Donc, à mon sens, c'est dû à l'emprise qu'a les grandes entreprises sur la vie de tout le monde et qui n'est pas explicité. Donc, ça part sur autre chose. Il y a ce fameux dessin animé, dessin de presse avec un très riche qui donne un biscuit à un pauvre et qui regarde un étranger en disant « c'est l'étranger qui vous vole votre biscuit ». On est là-dedans partout, en Europe, aux États-Unis. Et si on ne prend pas ce problème à la racine, ce que malheureusement je ne crois pas que Madame Harris pourrait faire, on va vers des temps très très troublés. Hélène Hertz, on va terminer en vous posant 3 questions.
S'il fallait avoir lu au moins un seul livre dans la vie, ce serait lequel selon vous? Ben, j'aime beaucoup quand l'art entre en dialogue, met en dialogue la forme et le fond de ce qu'il propose. Et je sais, il y a deux autres questions vous allez me poser. Donc, pour les trois, c'est la même chose. Comment l'écriture ou la musique ou le film... Un livre, un film et une musique. Voilà. Comment elles font dialoguer fond et forme. Pour le livre, c'est W.G., je crois, Sebald. C'est un livre qui s'appelle « De la destruction, une histoire naturelle de la destruction ». Et c'est un livre extraordinaire sur pourquoi on ne peut pas raconter le bombardement des Alliés sur les villes allemandes à la fin de la Deuxième Guerre. Et c'est en même temps une réflexion sur ce qui peut être dit sur le moment historique, sur ce qui peut être dit à tel moment historique, et sur ces bombardements. Pour, qu'est-ce que c'était le film? Volontiers. C'est un film ethnographique de Jean Rouch et Edgar Morin qui s'appelle Chronique d'un été, qui a été fait en été 1960 et qui est un tournant dans le film ethnographique sur comment on filme la réalité avec une réflexion sur la mise en scène de soi qui est, à mon sens, extrêmement puissant et qui garde toute sa pertinence aujourd'hui. J'ignorais que Jean Rouch avait fait un film avec Edgar Morin. Ben oui. Et on les voit les deux à l'écran, c'est génial. Et puis... Et enfin, une pièce musicale. Ah, une pièce musicale, c'est le contraire. C'est une chanteuse folk noire américaine, Elizabeth Cotton, qui écrit une petite chanson qui s'appelle « The Freight Train » sur le train qui a amené les esclaves à sortir du sud par le Underground Railroad. Et c'est d'une simplicité et d'une pureté extraordinaire qui contraste avec la dureté du message. C'est un petit chef-d'œuvre. Merci beaucoup, Hélène Herzog. On terminera en évoquant votre leçon d'adieu qui se tiendra le 4 décembre prochain à l'aula du bâtiment principal de l'université au 1er mars 26. C'est la salle C46. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous allez dire à cette occasion? J'aimerais illustrer ce que ça veut dire que de prendre au sérieux des gens qui pensent différemment que nous, et surtout dans ce moment de polarisation, qui sont des gens qui votent pour Trump, comment on peut arriver à les comprendre, pourquoi c'est très important de prendre ça au sérieux, de pas penser que c'est des gens stupides ou ignares ou fous. Et donc, pourquoi l'anthropologie est toujours cruciale si on veut essayer de faire entendre les points de vue divers qui font une société. Hélène Herzog, merci beaucoup. Merci.